La présentation de cet ouvrage collectif, dont le titre s'affiche devant vous, les familles de migrants algériens et leur langue, pratique, représentation et transmission. Voilà, j'ai eu grand plaisir à coordonner avec mon ami ici présent, Ali Bachir Mohamed Zakaria. Donc, avant de lancer cette présentation, permettez-moi un avant-propos par rapport à une thématique qui demeure et demeurera encore longtemps d'actualité parce que la conjoncture internationale sur le plan politique, etc., le veut bien. Contribution utile et originale, une douzaine, 11 plutôt que 12, mais bon, une petite douzaine. Donc un numéro important qui met en scène des spécialistes algériens et français reconnus et des chercheurs prometteurs. Parce que le deal qu'on avait depuis le début, depuis le projet, c'était d'avoir ce qu'on appelle des chercheurs seniors et des chercheurs juniors prometteurs. Et c'était vraiment le cas et le plaisir d'avoir travaillé ensemble. Avec des analyses et d'observations empiriques, c'est-à-dire que la plupart des articles contenus dans cet ouvrage, c'est des articles qui sont issus d'enquêtes et donc de données de terrain. Alors, l'objectif premier, c'était d'abord de prolonger la réflexion thématique du projet d'établissement que nous avons mené au sein du CRASC, dont le titre était, et toujours, Transmission des langues et de la LCO, langue culture d'origine, au sein de familles de migrants algériens en France, entre défis culturels et réussites socio-professionnelles. Ça prouve qu'on a de la suite dans les idées. Voilà. Alors, un autre objectif important, c'était d'étudier et analyser les processus de transmission des langues au sein des familles de migrants. Bon, migrants, on a mis entre guillemets parce que c'est un terme qu'il faudrait peut-être expliciter plus tard, en France et en Algérie. Aussi, mesurer les répercussions entre les deux rives de la Méditerranée sur le plan culturel, anthropologique, sociolinguistique, didactique et socio-professionnel. Je vais me dire rien que ça. C'est un travail de toute une vie. Parmi les objectifs aussi, établir un bilan en matière de recherche, donc l'état de l'art, en la matière, dans le domaine de la transmission, la préservation des langues et des cultures portées par des familles d'origine algérienne en situation de migration et de mobilité au pluriel toujours, parce que les mobilités sont diverses et variées. Autre chose, comprendre les mécanismes qui permettent justement cette transmission ou non, parce que malheureusement il y a de nombreuses familles où les langues d'origine ne se transmettent plus ou sont abandonnées. De ces langues, cultures et de représentation qui sont corrélées. Alors, j'essaierai de m'attaquer à la préface. Les résumés des contributions. Donc, il y a une préface de notre cher collègue et ami, et néanmoins ami Philippe Blanchet, qui pour lui, non seulement il était tout à fait content de faire partie du projet déjà, parce qu'il a collaboré avec nous en 2017-2019, d'ailleurs il était venu pour une conférence à ce propos. Il rappelle d'ailleurs, on l'avait dit tout à l'heure quand on était ensemble, que la transmission et l'usage des langues minorées, à ne pas confondre avec minoritaires, relève de processus complexes marqués par une hyper-variabilité multifactorielle. Là, tu pourras expliquer, si tu veux, par la suite. Et ce qu'il dit aussi d'important, c'est que, généralement, des recherches sur cette thématique-là a toujours été majoritairement réalisée par des chercheurs de France et en France, quelle que soit, bien sûr, leur origine et leur sentiment d'appartenance. Mais il dit ceci, qui nous paraît important à redire, c'est que les apports de cet ouvrage collectif, du point de vue principalement algérien, de ses auteurs et autrices, est tout à fait significatif. C'est-à-dire que l'Algérie, par rapport à ses chercheurs, qu'ils soient seniors ou juniors,
n'a rien à envier aux autres et qu'elle peut bien sûr mener à bien des projets à l'international, puisqu'on a des collègues des universités françaises et experts qui nous ont fait l'amitié de participer à cet ouvrage. Voilà, donc je te laisse un petit peu, s'il te plaît. Il y a quelques secondes, Abdelhamid vient d'évoquer un point qui me semble très important dans la mesure où, quand on a commencé le travail, le but c'était à la base de continuer dans une trajectoire de recherche, et c'est pour cette raison-là que je voudrais commencer par parler un petit peu de la genèse de ce projet, avant même de parler de la genèse du projet de la publication. Quand on parle de genèse, c'est par rapport à une certaine généalogie quant à la réflexion de la question de la transmission linguistique. On avait, Askin et moi, travaillé dans le cadre d'un projet PNR et on avait mis en évidence cette question de la mobilité régulière des familles de migrants en Algérie en vue de se ressourcer, de revenir un peu aux sources. Et de là, la problématique de la transmission linguistique, qu'on avait déjà traité aussi dans le cadre d'un projet AUF sur la transmission du français. Donc je me suis dit, en parlant avec Abdelhamid lors d'un colloque qu'il a organisé à Lille, pourquoi ne pas penser un projet national, voire international, qui va porter sur une question qui reste toujours d'actualité. Tout à l'heure, quand il a commencé la présentation, il a mis l'accent sur l'actualisation de la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales, que ce soit en sociologie, anthropologie ou bien autre. Donc là, cette question de genèse nous paraît indispensable dans la mesure où le projet final, ou bien ce livrable qui est l'ouvrage que nous avions coordonné ensemble, n'est pas... on ne va pas dire que c'est une finalité, on ne va pas non plus dire que c'est le dernier. C'est peut-être un point de départ pour aller vers d'autres éléments de la problématique et traiter cette dimension multifactorielle ou bien cette variabilité multifactorielle, parce que notre projet il repose sur des contributions faites par des chercheurs seniors, juniors, mais aussi des chercheurs algériens et des chercheurs, on va dire, français, et que là nous avons une vue réduite d'une réalité très complexe. Donc, si ce point de vue, c'est le point qui nous a amené à penser ou bien à repenser cette question-là, je voulais parler de ça, la genèse, voilà, c'est bien parce que la question de la mobilité ou bien celle de la transmission des langues en général est une question qui est très importante. Donc une première publication a été pour nous un point de repère. Pourquoi un point de repère? Parce que là, c'était un appel à contribution et c'était ouvert à toute personne ayant cette envie de travailler sur une question qui pourrait peut-être éclairer les uns et les autres sur les questions qui nous ont intéressés. Donc, Insaniat, c'était le premier, ou bien la première publication, et une publication qui a donné cette envie d'aller encore plus loin et produire un ouvrage collectif, parce qu'à la fin du projet, on était appelé à faire un rapport final. Et moi j'avais dit à Hamid, un rapport c'est bien, c'est pour l'administration, c'est pour les chercheurs internes, mais une publication peut-être que ça pourrait encore valoriser le travail du CRASC et le travail des chercheurs qu'on a invités et les chercheurs du CRASC qui ont participé au projet. Donc là pour les objectifs, je crois que voilà, les contributions. Donc si je prends les contributions contenues dans cet ouvrage, donc c'est le résultat de 3 années de recherche effectuées par les membres du projet, mais en même temps c'était une invitation ouverte. D'ailleurs j'avais invité Asdin à participer parce que lui-même il a travaillé sur ça. À cette époque-là on avait d'autres projets, il avait aussi d'autres projets, donc il m'a dit voilà, pour cette fois-ci je pourrais pas. Les recherches ont été effectuées au sein de l'espace familial. Et là, comme vous pouvez le constater sur le diaporama, le contexte familial, c'est un contexte, et vous le savez peut-être mieux que nous en tant que chercheurs en anthropologie, en sociologie, etc., ben c'est un espace qui reste quand même très très fermé. Même quand on travaille auprès d'enquêtés qui font partie on va dire, de notre famille, ça n'est pas toujours évident d'avoir et Hamid il peut en témoigner, en étant un père de famille, bien, on va dire le chef d'une famille vivant en France,
ben, lui-même, il ne pouvait pas observer comme ça, avec l'œil du chercheur, les pratiques quotidiennes de ses enfants, voire ses pratiques quotidiennes avec ses enfants, en l'occurrence les pratiques langagières. Donc, difficulté d'accès, vision parfois réduite d'une réalité complexe, et puis après des pratiques langagières plurilingues et des pratiques langagières qui sont différentes, que ce soit en France ou bien en Algérie, au moment où les enfants sont en vacances avec leurs parents. Là, pour le contenu, c'est un ouvrage qui regroupe des recherches qui relèvent et actualise ce qui se joue au sein de la sphère familiale, entendu comme un espace de socialisation langagière et culturelle. Donc ce volet de socialisation langagière et culturelle, ben, il fallait le documenter pour pouvoir publier quelque chose. Et pour le documenter, il fallait faire des enquêtes de terrain, et les enquêtes de terrain, comme on l'avait dit tout à l'heure à propos du projet que nous sommes en train de mener actuellement ensemble pour parler un peu de la mobilité des étudiants subsahariens, ben, on est sur les mêmes problématiques, on est sur les mêmes contraintes méthodologiques. Parce que quand on dit contraintes méthodologiques, cela dit aussi que sur le plan théorique, il n'y a pas suffisamment d'outils qui permettent de voir une réalité autrement. Tel est le cas de ces chercheurs français qui ont toujours traité la question des pratiques langagières des familles de migrants depuis un regard, on va dire, occidental, entre guillemets, parfois même un regard d'enfants de migrants qui ont travaillé sur la migration, donc une implication supplémentaire. Mais peu de travaux à ma connaissance, parce que moi-même j'ai fait une thèse doctorat sur la question, et à cette époque-là j'avais besoin d'une documentation pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe, ce qui se joue au moment où les enfants sont en vacances avec les parents. Ben, j'avais trouvé un article publié par Khalata Ibrahimi et un autre article publié par une sociologue qui s'est intéressée à la mobilité ou bien les pratiques langagières des enfants de migrants au moment de la mobilité. Et c'est ainsi qu'est venue l'idée de travailler davantage sur la question. Donc les recherches traitent des politiques linguistiques familiales, et là je pense à Ibtissam, je pense à Shahrazad ou Hassin. Le travail fait par, comment elle s'appelle, Asma Ben Moussa. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des travaux sur l'exposition des enfants, le degré d'exposition qui pourrait être un élément majeur quant à l'acquisition, voire à l'appropriation des manières de faire, que ce soit sur le plan culturel ou bien sur le plan linguistique ou bien culturel. L'intensification de l'emploi de la langue culture d'origine. Donc les parents, de par leur politique linguistique et les stratégies familiales, ils ont aussi des projets familiaux. Des projets à travers lesquels ils pensent cette socialisation autrement. C'est la raison pour laquelle ils ramènent leurs enfants, parce qu'il y a aussi les co-acteurs de la transmission, qui sont les grands-parents, qui parfois exigent, tout à l'heure Hamid nous parlait de sa mère, la Hamma, qui insistait sur le fait que les enfants doivent parler en arabe à la maison. Et en même temps, les ramener en Algérie, c'est un petit peu les mettre en situation, les mettre en immersion, donc en exposition intensive. Donc il n'y a pas que ça. Moi personnellement, j'ai travaillé sur les enfants de migrants, les enfants dont les parents sont hautement qualifiés. Et j'ai essayé de combiner entre le niveau social des parents, le niveau socio-professionnel des parents, et puis leur conscience linguistique qui amène très souvent à, on va dire, à repenser la politique linguistique autrement. Tel est le cas de beaucoup de jeunes qui sont partis à l'âge de 25 ans, 26 ans, après avoir fait des études, ou bien après avoir terminé leurs études supérieures, ils sont partis en France, ils sont docteurs, comme le cas de Hamid, le cas de beaucoup de chercheurs qui sont partis, ou bien même des médecins, ingénieurs. Donc là, on a essayé de voir des terrains qui sont variés, on a sollicité des collègues français qui travaillent sur des questions comme par exemple la francophonie familiale et son impact sur les pratiques langagières. Tout cela, on a voulu le documenter dans un ouvrage où cette réalité multifactorielle permet de voir les choses autrement. Pour sortir un petit peu des traditions universitaires, comme je l'ai dit au départ, des traditions universitaires classiques ou bien même européennes, à travers lesquelles il y a le regard du chercheur. Mais le regard du chercheur, on avait pensé à cela en disant que voilà, un Français qui va travailler sur une famille de migrants, et là je pense à Cyril Trima et surtout à Luc Bichler, avec qui j'ai eu beaucoup de discussions, ben lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait vers les enfants, mais il les observait ailleurs et autrement. Le cas de Cyril Trima, c'était des excursions à travers lesquelles il parlait avec ces jeunes et avec qui il a fait des enquêtes de terrain. Encore une fois, des visions réductrices de la réalité.
Mais le fait d'avoir pensé à regrouper plusieurs recherches dans le cadre d'un projet interne, donc le projet qui concernait les membres du projet, donc on a fait appel à des chercheurs français, des chercheurs qui ont une vision autre, mais qui ont cette vision, on va dire, distanciée de la réalité qu'ils ont toujours observée. Donc pour les orientations, les recherches sont en majorité réalisées par des chercheurs algériens et leurs collaborateurs français, comme l'a dit Abdelhamid, pour parler d'une question complexe. Et la question, elle est encore plus complexe quand il s'agit des vacances. Parce que ces enfants qui sont transportés par un avion, bien qui suivent les parents, parfois ils sont obligés de le faire, et venir en Algérie, parfois ils ne trouvent pas le confort, parfois ils sont très mal vus. Et là, ça me vient à l'esprit une recherche faite par Jacqueline Biliès en 87 déjà, et elle a recueilli des témoignages auprès de jeunes qu'elle a rencontrés après les vacances, ce que ces jeunes disaient à propos de leur situation personnelle, toute cette histoire d'altérité, toute cette histoire on va dire, de préjugés. Eh ben, certains disaient, je parlais comme un chouard, tout le monde me regardait, donc j'étais obligé de rester à la maison. D'autres disaient, une fille comme moi qui vient de Paris, qui va circuler dans un petit village avec en tenue européenne, elle est très mal vue, etc. Donc il y a toute une histoire derrière, et cette histoire qui n'est pas forcément linguistique et sociale, si on fait des recherches en sociolinguistique et qu'on néglige tout cela, peut-être que ça réduit encore davantage les questions auxquelles on s'intéresse. Donc là, pour résumer un peu pour résumer un petit peu la chose, la socialisation, l'apprentissage par immersion, voilà. Quelque chose qui me va. Sinon, s'il m'en va pas, c'est pas la peine. Voilà. Donc, les questions qui nous intéressent, quand on fait un peu le bilan, le lecteur il va lire, mais il va lire des articles sous forme de compartiments. Mais nous, par rapport à notre vision de coordonnateur, mais surtout comme membre d'un projet, les questions qui nous intéressent et qui ne sont pas en soi des questions finales ou bien définitives, ce sont des questions parce qu'on continue encore à poser des questions par rapport à la socialisation, l'apprentissage par immersion, donc tous ces concepts qu'on interroge, toute cette réalité à laquelle on s'intéresse et qu'on voudrait bien observer en essayant de renouveler notre présence sur le terrain, la compréhension de certaines pratiques culturelles en contexte qui sont à l'origine, parce que quand on dit culturel, dans la plupart des enquêtes réalisées par les collègues qui ont contribué à l'ouvrage, on voit que cette dimension culturelle amène les parents à imposer l'arabe standard, qui n'est pas la langue que ces jeunes vont utiliser quand ils vont venir en Algérie, ou bien même quand ils vont parler avec des jeunes du quartier qui pratiquent un arabe algérien, mais aussi un arabe algérien dit de France. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur l'arabe algérien de France, et ça montre que déjà cette variété de l'arabe, elle est tout à fait différente des variétés linguistiques de l'arabe algérien ici en Algérie. Donc voici les difficultés que nous avons essayé de... Parmi les orientations aussi, à travers toutes les contributions, on a tenté d'identifier et à caractériser les profils des acteurs de transmission. Qui sont ces parents? Est-ce que seulement les parents qui sont hautement qualifiés, qui vont contribuer d'une manière, on va dire, efficiente à la transmission? Est-ce que les parents qui sont issus d'un milieu socio-professionnel moyen, ou bien ceux qui sont dans la deuxième génération de l'immigration, alors que les parents étaient des travailleurs et que peut-être eux-mêmes ils n'ont pas réussi, est-ce que ça va être la même transmission? Est-ce que la transmission se fait uniquement par les parents? Y a-t-il pas d'autres sphères d'activité? Y a-t-il pas d'autres, on va dire, d'autres éléments qui interviennent? Parce qu'on a beau dire que les parents transmettent, c'est un peu comme le français. Il y a des gens qui nous disent, voilà, il est issu d'un milieu où le français... Il n'y a pas que ça, il y a la télévision, il y a les journaux, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient être considérés comme des facteurs de transmission linguistique. Il y a aussi les stratégies. Est-ce que les stratégies des parents, des familles qu'on a observées sont les mêmes? Et d'ailleurs, les 11 contributions montrent un panel on va dire
de profils d'individus et des stratégies de transmission linguistique. Donc pour ce qui est des questions linguistiques, ou de ce qu'on appelle l'idéologie linguistique, pour reprendre un peu Bernard Spolsky, idéologie, et là, si je fais le rapport entre ce qu'il est et ce qu'il a fait, et la population à laquelle il s'est intéressé. C'est un juif d'Amérique, mais c'est un juif qui a fait des enquêtes en Israël et ailleurs. D'où l'idée de transmettre un capital culturel et linguistique qui devient par la suite une force sur tous les plans. Voilà. Et donc là, c'est aussi ça ce qu'on voulait à travers notre travail, parce qu'il y a le concept d'inclusion qui est très important. Pourquoi ces jeunes issus de l'immigration sont isolés, ou bien pourquoi ils sont dans des cantonnements sous forme de ghetto, pourquoi ils ne réussissent pas, pourquoi ils n'ont pas les mêmes chances, pour reprendre un peu les propos de Azouz Begag, qui a écrit des romans sur ça, qui a fait des recherches en tant que chercheur au CNRS. Il a parlé de la méritocratie. Parce que lui, il fait partie de ces gens-là qui ont en quelque sorte mérité d'être chercheurs, mérité d'être ambassadeurs, voire ministres, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté le fait que l'autre vient, il s'installe, il devient meilleur, ou bien il a ses opportunités. L'ouvrage a pour objectif aussi de rendre compte de la façon dont sont pensées, gérées, pratiquées, ou bien sont gérées les pratiques socio-langagières au sein du microcosme familial, la famille élargie aussi, ainsi que les autres sphères d'activité et de socialisation langagière. C'est vrai qu'à travers les protocoles, que ce soit dans le cadre de ce projet ou bien le projet PNR qu'on a mené ensemble, mon ami Asdil et moi, on a pris les choses dans le sens où c'est le microcosme familial qui nous intéresse. Mais d'autres facteurs, on ne les a pas vraiment interrogés de manière approfondie, dans le sens d'aller au-delà de ce qui est déjà pensé, réfléchi par d'autres chercheurs qui ont toujours travaillé sur la transmission linguistique, etc. Les différentes enquêtes et analyses sont liées à un domaine disciplinaire qui est la sociolinguistique. On aurait souhaité, dans le cadre de ce projet, inclure des sociologues, des anthropologues, des psychologues, des spécialistes en psychologie de l'éducation, que ce soit les Algériens ou bien d'autres. On aurait aussi souhaité intégrer des spécialistes du domaine du culte, je ne sais pas, des spécialistes en anthropologie religieuse, qui s'intéressent aux sociétés minoritaires, etc. Ça aurait peut-être enrichi le travail. Mais jusque-là, la question de la migration, comme on vient de le souligner, reste une question d'actualité, une question qu'on pourra documenter, bien sûr, avec bien sûr beaucoup de recherches. Et tout à l'heure, en passant devant le stand des ouvrages, j'ai vu que c'est une question qui est quand même très convoitée par les chercheurs. C'est une question d'actualité à laquelle les chercheurs s'intéressent d'une manière ou d'une autre. Donc voici un peu, en gros, ce qu'on a voulu faire. Je ne sais pas si on a réussi le pari, mais je crois que l'ouvrage documente d'une certaine manière une réalité qui est celle des chercheurs qui sont allés sur le terrain, qui ont tenté de comprendre, mais en écrivant la recherche, tout à l'heure on en parlait, écrire la recherche, c'est un volet très complexe, c'est un volet aussi très important, et écrire la recherche, ça relève aussi de la subjectivité du chercheur. Je vous remercie pour votre attention. Quoi dire après cela, parce qu'il a fait un panorama assez exhaustif des tenants et des aboutissants de cet ouvrage. Bon, pour le résumé des contributions, je vous renvoie à la lecture de l'ouvrage proprement dit, parce que c'est plus intéressant, mais bon, c'est vrai que ce qui ressort de cette aventure académique et scientifique, c'est que toutes ces contributions-là reposent sur des données recueillies sur le terrain. Et c'est ça qui est important. Donc, sur une thématique qui continue à être très importante. Donc, je passe, si vous voulez, sur le résumé des contributions pour aller à quelques résultats qu'on pourrait discuter ensemble, si vous voulez. Donc, on a constaté aussi, à partir de tout cela, que les mobilités choisies ou subies, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas, de par leur propre chef, émigrer, mais parce qu'ils sont obligés, par les guerres, par les famines, etc. Et les ressources culturelles et linguistiques dont ils sont porteurs demeurent plus que jamais des enjeux humains, on a dit bien sûr, cette relation à l'homme, à l'humain, sociaux, bien sûr,
tout ce qui touche la langue et la culture, il y a une part prépondérante de social, politique, culturel, éducatif, économique, géostratégique de première importance. La mobilité régulière aussi, de nombreuses personnes entre pays d'origine et pays d'accueil favorise la dynamisation et la préservation de la LCE. C'est vrai, on a remarqué que ceux qui ont l'habitude de venir dans leur pays d'origine, etc., pour les Algériens, notamment durant les vacances ou durant les événements heureux ou malheureux, ont tendance comment dirais-je, à préserver et à augmenter leur niveau linguistique et bien sûr appréhender mieux les spécificités culturelles du pays d'origine, à savoir ici l'Algérie. Aussi, on s'est rendu compte, et les résultats le confirment, nous ne sommes pas les premiers, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Les familles de l'école sont déterminantes, les familles et l'école sont déterminants dans ce processus de transmission et de préservation des langues d'origine et des langues familiales. Donc forcément, le premier lieu de socialisation, c'est la famille, bien sûr, c'est le cercle familial, et puis l'école, bien sûr, si vous prenez les deux, vous avez ici une bonne partie, mais il y a un troisième très important, c'est la rue, pour certains des jeunes, justement, sur lesquels avait abondé mon ami ici présent, Zakaria. Certaines familles mettent en place une sorte de politique linguistique familiale pour essayer de transmettre cette spécificité linguistique et culturelle. Est-ce qu'ils réussissent tous? Bon, on vous dit qu'il y a beaucoup d'échecs, mais il y a aussi. Voilà, donc forcément, c'est pas toujours tout rose. Cette transmission n'est pas toujours aisée, bien sûr, en cause, surtout dans un pays comme la France, dans lequel je vis, où la langue française est pratiquement sacralisée, c'est-à-dire qu'elle est... D'ailleurs, on voit des combats justement pour la reconnaissance des langues minoritaires, donc cher à notre ami Philippe Blanchet avec le breton et d'autres avec le basque, le corse, etc., que ce que, justement, tu parlais d'idéologie linguistique, Pierre Ancrevet, il parlait de l'ILF, l'idéologie linguistique française, qui sacralise la langue française, qui est au-dessus de tout, quoi. Tandis que, bien sûr, au contraire, dans la vie de tous les jours, la pratique le montre, c'est la pluralité linguistique qui prévaut le plus. Donc, beaucoup de personnes continuent d'abandonner leur langue d'origine pour diverses raisons. D'ailleurs, il y a eu un rapport de l'OCDE en 2005 qui disait que ces 20 dernières années, il y avait pratiquement une centaine de langues rares qui ont disparu et continuent à disparaître, donc faute de locuteurs. Donc voilà, si vous voulez, j'arrête là pour les résultats. Je voudrais juste, si vous permettez, aller vers les perspectives, parce que le sujet, comme on a dit, est vaste, et forcément, on est loin de l'avoir suffisamment travaillé, parce qu'il y a aussi d'autres choses à voir ensemble, et d'ailleurs les collègues qui sont ici s'y intéressent aussi, et ce serait peut-être l'occasion de les retrouver autour d'un autre projet. Donc, on a dit les fractures sociales et idéologiques qui sont de plus en plus prononcées, notamment en Occident, et la défiance à l'égard des populations issues des immigrations, parce qu'il y a plusieurs vagues d'immigration, notamment arabo-musulmanes et africaines, pourraient accentuer les effets d'une glottophobie multiforme et omniprésente. C'est vrai, on le voit maintenant avec l'actualité et ce qui se passe en Palestine, où une agression sauvage se fait au jour par l'antidécialisme sur nos frères palestiniens. Les répercussions qu'il y a en France, et bien sûr, on criminalise de plus en plus l'utilisation justement de la langue arabe, par exemple, qui est porteuse de religiosité, etc. Parce que la langue arabe mène au Coran, et le Coran mène à l'islam, et pour certains, c'est tout de suite après la radicalisation, l'islamisme, etc. Donc cette question-là continuera tant qu'il y aura justement cette glottophobie. Alors la glottophobie, on peut
s'arrêter quelques secondes dessus. Hein. C'est un terme qui a été inventé par notre ami Philippe Blanchet, parce que à l'origine c'était discrimination linguistique. C'est devenu une glottophobie, c'est-à-dire les gens qui sont stigmatisés, rejetés, etc., en raison de leur particularisme linguistique, en raison d'un accent, etc. etc. Autre chose, l'hégémonie économique et géostratégique de certains pays occidentaux consacrera plus encore et par ricochet la hiérarchisation des langues et la valorisation de certains parlés au détriment d'autres. C'est vrai. En France, par exemple, on s'est battu depuis longtemps pour essayer de voir un petit peu cette dénomination des langues, LV1, LV2, LV3, parce que dans l'inconscient collectif, quand vous dites LV3, c'est-à-dire c'est une langue qui n'est pas importante. Mais dans les LV1, comme par hasard, on trouvait, bon, bien sûr, la langue de scolarisation c'était le français, dans les LV1, on trouvait l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Et les autres, c'est en LV2, LV3 et encore. Encore, la langue arabe n'a pas été enseignée comme il faut, et puis de moins en moins dans l'institution éducative. Et même le concours de CAPES et d'agrégation d'arabe a été supprimé pendant une dizaine d'années, pour vous dire. Voilà. Donc, bien sûr, de nombreuses familles issues de l'immigration continueront à œuvrer pour préserver et transmettre leur spécificité linguistique et culturelle, malgré les difficultés et les nombreux obstacles auxquels elles doivent y faire face. Par contre, certaines autres, en particulier celles qui ont peu ou pas d'attache avec leur pays d'origine, pourraient tôt ou tard y renoncer. Ben oui, parce que la pression est telle que forcément certaines familles, et d'ailleurs je pense surtout aux familles monoparentales, parce qu'il y a beaucoup de familles, il y a des mères courage qui vivent toutes seules et qui élèvent leurs enfants, c'est pas souvent facile et c'est difficile justement de faire vivre la famille et en même temps essayer de leur transmettre ces langues et ces cultures d'origine. Donc voilà, à continuer, et comme on dit, voilà quelques repères bibliographiques donc, que vous pouvez avoir plus tard si vous le voulez, et on vous dit shukran, à suivre. Walil hadith baqiya, thank you for your attention, merci pour votre attention, et voilà, on est ouvert à vos questions.